Bonsoir et bienvenue à tous. Poursuivons avec nous ce journal de 22 heures dont voici les titres. Une réunion stratégique pour booster la performance et la compétitivité qui s'est tenue donc entre Djibouti, Éthiopie et Railway. Et premier ramadan à Gaza depuis le cessez-le-feu sur fond de pertes humaines et de pénuries persistantes. Bonsoir à tous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh continue de recevoir ces jours-ci, à l'occasion du mois béni du Ramadan, des télégrammes de félicitations émanant des chefs d'État, de gouvernements, des pays musulmans, formant tous des vœux davantage de progrès, de développement, de prospérité au peuple djiboutien. Puisse Dieu le Très-Haut continuer de guider nos pas dans la quête inébranlable, d'assurer un relais efficient dans les échanges économiques de cette partie du monde et mentionné dans plusieurs autres télégrammes de félicitations reçus par le président de la République en ce mois béni du Ramadan. À noter également que le chef de l'État avait lui aussi à l'avènement de ce mois béni du Ramadan adressé des messages similaires à ses homologues musulmans. Il avait dans ses missives souhaité davantage de santé, de bonheur aux dirigeants, ainsi que davantage de paix, de stabilité, d'épanouissement à leurs peuples respectifs. Puisse le tout miséricordieux exaucer nos vœux de plus grand apaisement, de détente pour notre monde, afin que les différences de conviction, d'approche, de foi ne conduisent pas forcément à des crises, des conflits, des tensions, avait-il également noté dans ce télégramme de correspondance fin de communiqué. Et nous allons à Tadjoura où le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan, poursuivant avec constance sa tournée semestrielle dans les régions de l'intérieur, s'est rendu dans la région de Tadjoura, seconde étape de son périple dans cette région, et plus précisément notamment à Margaïta. Dans la journée, la délégation ministérielle a successivement fait escale dans les localités de Margoté et de Magdoul relevant de la sous-préfecture de Dora. Sur place, le ministre a pris les mesures des conditions de vie des populations et des défis socio-économiques auxquels elles sont confrontées. Les échanges directs, spontanés, engagés avec les habitants ont illustré la volonté des autorités de consolider également un dialogue permanent fondé sur l'écoute, la proximité et la confiance. Merci tout d'abord à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh ainsi que la Première Dame Kadra Mahmoud Haït. Dans son intervention, le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan a indiqué qu'il avait bien pris note de toutes les doléances qui lui ont été transmises. Il a précisé que le ministère répondrait aux priorités aux demandes relevant de son domaine, notamment celles relatives aux papiers d'identité nationale. Le ministre a également promis de transmettre les autres doléances au ministère concerné. Les questions relatives à l'hôpital et à l'ambulance seront adressées au ministère de la Santé, tandis que celles concernant les infrastructures routières seront communiquées aux services compétents. Par ailleurs, le ministre a souligné que toutes les doléances devraient être formulées et transmises officiellement par le président du conseil régional présent lors de cette réunion. Toujours lors de son périple, et cette fois c'est à Magdoul au cours de cette étape, le ministre de l'Intérieur Saïd Nouh Hassan à son arrivée a été accueilli par les autorités de la région, président du conseil régional, le préfet qui ont accueilli le ministre et la délégation l'accompagnant chaleureusement. Au cours de cette étape, le directeur général de la population, Abdi Abdoulaye Absi, a présenté un ensemble cohérent de mesures opérationnelles visant à améliorer l'accès des citoyens aux documents d'identité dans la région. Ces propositions s'articulent autour du renforcement des capacités d'enregistrement, de la simplification des procédures administratives, du déploiement d'unités mobiles destinées à desservir les localités les plus enclavées. Cette
Cette orientation stratégique traduit la volonté du pouvoir public de réduire les disparités territoriales en matière d'accès aux services publics, de promouvoir une inclusion administrative élargie et de garantir à chaque citoyen l'exercice effectif de ses droits civiques et sociaux. Au cours de cet échange avec la population, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a dans une brève allocution souligné l'importance stratégique du renforcement des services sociaux de base dans les régions de l'intérieur. Il a rappelé que l'accès effectif à l'eau potable, à l'éducation, à la santé, aux infrastructures administratives constitue le socle du développement équilibré et durable, insistant également sur la nécessité d'une coordination étroite entre les services déconcentrés de l'État, les collectivités territoriales. Il a appelé à une optimisation des moyens disponibles afin de garantir des prestations publiques de qualité, accessibles et équitables, particulièrement au bénéfice des populations vivant dans les zones rurales. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a souligné le sens du devoir des forces de sécurité et de défense pour leur engagement constant, le rôle déterminant qu'elles jouent auprès des populations, particulièrement dans les zones rurales. C'était dans les titres une réunion conjointe du comité directeur de l'Ethio-Djibouti Railway s'est tenue à Aïla sous l'égide du ministre des Infrastructures et de l'Équipement Hassan Ahmed Ibrahim et du ministre éthiopien des Transports. Ont également pris part à cette importante rencontre le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, son homologue éthiopien Ahmed Shide. Cette réunion a permis aux deux parties de faire le point sur l'état d'avancement des activités de la société ferroviaire, d'examiner les performances opérationnelles et financières du corridor ferroviaire reliant Djibouti et l'Éthiopie et d'identifier les axes prioritaires afin de renforcer l'efficacité, la compétitivité, la durabilité du chemin de fer. Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Les deux délégations ont réaffirmé leur engagement commun à soutenir le développement et la modernisation de l'Ethio-Djibouti Railway. Et cette fois, nous vous proposons de suivre le discours du ministre du Transport. À Djibouti, je tiens avant tout propos à exprimer ma profonde gratitude à la délégation ministérielle éthiopienne pour leur présence. Votre participation témoigne de l'importance stratégique que nos deux nations accordent à cet outil commun. Je salue également mes collègues du gouvernement djiboutien dont le soutien est indéfectible dans cette mission. Notre ligne de chemin de fer n'est pas qu'une simple infrastructure de transport. Elle est le moteur de notre intégration régionale et un levier de développement économique sans précédent pour nos deux pays. Je me réjouis de constater que, malgré les défis mondiaux et régionaux, les activités ferroviaires affichent une progression positive. Cette dynamique de croissance confirme la pertinence de nos choix et la résilience de notre modèle de coopération. Toutefois, pour transformer ces résultats encourageants à un succès pérenne, nous devons aborder nos échanges avec audace et pragmatisme. Il fait suite aux travaux de nos experts techniques qui ont identifié des points essentiels pour l'avenir de notre entreprise binationale. Mon souhait le plus cher pour cette session, venions à transformer nos ambitions collectives en résultats mutuellement bénéfiques et correspondant aux attentes de nos deux leaders. Le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Dawale, a également pris la parole à cette occasion, suivant un extrait de son intervention. C'est un plaisir pour moi également de m'associer
à mes collègues pour féliciter nos deux ministres des Transports sur cette session de travail bilatéral par rapport à notre chemin de fer Éthiopie-Djibouti Railway. Nous félicitons pour les accords parvenus aujourd'hui. Nous tenons également à féliciter l'équipe exécutive, le management de EDR pour l'excellent travail conduit en ce moment avec la performance que nous observons. L'histoire de Djibouti et de l'Éthiopie n'est pas une histoire de chemin de fer, c'est une histoire de peuple, c'est une histoire culturelle, c'est une histoire de sang. Djibouti et Éthiopie ont été depuis toujours ensemble. C'est la vision du chef de l'État, mais c'est également la vision de nos deux chefs de gouvernement de nos deux pays. La République de Djibouti a toujours œuvré pour que nos deux pays, nos deux peuples et nos deux économies aillent ensemble en synergie. Djibouti a investi ensemble avec l'Éthiopie quelque chose comme 10 milliards de dollars américains. Cela veut dire beaucoup de conjonction en termes de vision et d'ambition. Aujourd'hui, le moment est venu de mettre le chemin de fer et ses opérations à un niveau supérieur pour que ce chemin de fer qui a coûté 4 milliards de dollars entre nos deux pays puisse faire des résultats, et il commence à faire de très bons résultats. On a besoin d'avoir un processus qui soit le plus fluide possible en termes de documentation, en termes de transactions, en termes de connectivité. Ensuite, le ministre éthiopien des Transports s'est rendu pour une visite officielle au Djibouti Demerjok Industrial Development Free Zone en compagnie de son homologue djiboutien, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim. La délégation a été accueillie chaleureusement par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, qui a présenté les avancées majeures du projet ainsi que les perspectives de développement de cette zone stratégique. Au cours de la visite, le ministre a pris connaissance des infrastructures en cours de réalisation, des installations également industrielles prévues, ainsi que les opportunités d'investissement offertes par la zone. Les échanges ont mis en lumière le rôle crucial du site de Demerjok dans le renforcement de l'intégration logistique et industrielle entre Djibouti et l'Éthiopie. Les discussions ont également porté sur le développement du corridor de transport, la facilitation des échanges commerciaux entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire général du ministère du Budget, mais également coordinateur national du projet national de l'aéroport international Al-Hajj Hassan Gouled Abtidon Beidlé, a rencontré mardi 17 février au Koweït le directeur général du Fonds koweïtien pour le développement Walid Salman Al-Bahr et le directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES. A pris part également à cette rencontre notre ambassadeur auprès du Koweït. Les entretiens ont bien porté sur la situation de financement du projet du Fonds koweïtien et du FADES pour la République de Djibouti, la question de la restructuration de certains prêts de financement, notamment du projet de construction du nouvel aéroport à Beidlé et la participation financière du Fonds koweïtien et du FADES. Le directeur général du Fonds koweïtien et du FADES ont réitéré également leur intérêt et leur institution à financer les projets de développement des infrastructures du pays, générateurs de croissance économique, en particulier le projet du nouvel aéroport.
Et cette fois à Abidjan, le président de la Banque africaine de développement, la BAD, a reçu le secrétaire général du ministère du Budget mercredi 18 février. A pris part à la réunion l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, M. Mohamed Burhan. Les entretiens ont porté sur le financement du projet de construction du nouvel aéroport et des modalités de la participation déjà annoncée de la BAD. La délégation djiboutienne a mis en avant l'importance stratégique de ce projet en ligne avec la vision 2035 jouera également un rôle clé dans l'amélioration de la connectivité du pays avec le reste du monde et son positionnement comme un hub régional de transport aérien. Retour à Djibouti où le ministère de l'Agriculture a organisé lundi un atelier national visant à évaluer les interventions en cours, à élaborer le nouveau programme d'options stratégiques pour le pays. Et ce, dans le cadre de sa coopération avec le FIDA, le Fonds international de développement agricole. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de représentants de la FAO, de la directrice du FIDA, ainsi que du ministre sectoriel. Elle a rassemblé également des représentants d'institutions gouvernementales, des partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile et des acteurs du développement rural. L'atelier avait pour objectif de tirer les enseignements du COSOB 2019-2025 afin de devenir et de définir de nouvelles orientations stratégiques alignées avec les priorités nationales et les objectifs de développement durable. Des populations, si je puis dire, que ce soit rural ou urbaine, c'est beaucoup plus l'élevage. Et cet élevage dépend de la nature. Aujourd'hui, on va évaluer des projets. Ça veut dire qu'il est possible, même si l'environnement n'a pas fait cadeau à Djibouti, il n'y a pas de grandes forêts, il n'y a pas de ressources naturelles énormes, il n'y a pas assez d'eau, mais il y a des projets. Ça veut dire qu'on peut quand même faire quelque chose avec le minimum dont dispose le pays. Et c'est là où il faut nécessairement des innovations. Il faut des idées pour savoir comment gérer de façon rationnelle ces ressources naturelles. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'être ici pour la présentation du COSOP. Il s'agit de la stratégie de développement du secteur primaire du ministère de l'Agriculture. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir accueillir le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Donc il y a 2 jours, ces 2 jours d'atelier vont permettre d'abord savoir le premier COSOP qui était de 2019 à 2024. Donc on va retracer un peu les acquis de ces COSOP. Ensuite, on va commencer à préparer le nouveau COSOP qui va s'étaler de 2026 à 2031. Donc les 3 volets de ces COSOP, ces régimes ont d'abord la mobilisation des eaux, tout ce qui concerne l'eau, donc qui est la priorité numéro 1 du gouvernement de Djibouti. Ensuite, cette mobilisation va s'accompagner d'une valorisation de ces ressources en eau à travers la mise en place de moyens de production, c'est-à-dire amélioration de la capacité de produire plus dans le domaine agricole. Suivant cette fois l'intervention de la directrice du FIDA. C'est un réel plaisir et honneur que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette rencontre nationale consacrée à la revue complète de la stratégie de programmation du FIDA, conjointement organisée par le gouvernement de Djibouti, pour évaluer et orienter des projets et programmes cofinancés par le Fonds international de développement agricole dans ce pays. Ainsi, les présentes assises permettront de faire l'évaluation du COSOP au programme d'options stratégiques pour le pays pour la période 2019-2025 et nous permettre la formulation du nouveau COSOP du FIDA à Djibouti pour la période 2026 et 2031. Permettez-moi en tout premier lieu à exprimer mes sincères remerciements au gouvernement de la République de Djibouti et tout particulièrement au ministère sectoriel qui nous ont donné un accueil chaleureux pour cette mission. Leur leadership constant et la qualité de dialogue et l'engagement qui caractérisent notre coopération en général.
Je tiens aussi à saluer la présence de nos partenaires stratégiques, techniques et financiers, dont la FAO, qui est un partenaire très privilégié, dont la Banque mondiale, dont l'ABAD, dont l'OPAM, dont le bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies, ainsi de suite, et les collègues du système des Nations Unies sous leur leadership de M. José Barahona, coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, pour la qualité de leur accompagnement aux côtés des maîtrises d'ouvrage des projets d'investissement dans le secteur rural en vue de l'atteinte de nos objectifs communs. Quant au secrétaire général du ministère de l'Agriculture, il n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt cet atelier donc face à la résilience au changement climatique tout en renforçant les conditions de vie des ménages ruraux. Avec un grand sentiment de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour mettre en lumière les progrès accomplis par la République du Djibouti grâce à son partenariat stratégique avec le Fonds international de développement agricole appelé FIDA. Ce partenariat inscrit dans le cadre du programme d'options stratégiques dans les pays COSOP 2019-2024 a permis d'enregistrer des résultats substantiels au service du développement rural, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Distingués invités, le COSOP a été conçu pour répondre aux défis structurels majeurs auxquels notre pays est confronté, notamment la rareté de l'eau, les sécheresses récurrentes, la vulnérabilité des ménages ruraux et la nécessité impérieuse de renforcer la sécurité alimentaire. Aligné sur la vision nationale du développement, ce programme vise à renforcer la résilience de Djibouti face aux chocs climatiques et économiques. Grâce à sa mise en œuvre, des solutions adaptées, inclusives et durables ont pu être développées en étroite collaboration avec les communautés rurales. Chers invités, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Eau et des Ressources halieutiques, à travers des programmes et des projets alignés sur les objectifs stratégiques du COSOP, a conduit des initiatives structurantes et innovantes. De manière succincte, permettez-moi d'en citer quelques-uns. D'abord, les progrès enregistrés sur la gestion intégrée des ressources en eau, avec des avancées majeures accomplies à travers les projets Progress et Pigir, sur l'optimisation de la disponibilité de l'eau pour l'agriculture, l'élevage et les usages domestiques au bénéfice des ménages ruraux les plus vulnérables. L'Agence nationale de la météorologie, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, ont organisé un atelier national dédié aux perspectives climatiques pour la saison mars-avril-mai 2026. La rencontre s'est tenue au sein de l'ancien siège du ministère. Elle a réuni des représentants institutionnels, des experts techniques ainsi que des partenaires concernés par la gestion des risques climatiques. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet régional de renforcement de la résilience à la sécheresse de petits exploitants agricoles et pasteurs dans la région de l'Igad. À travers cette initiative, les autorités entendent consolider les mécanismes d'anticipation et d'adaptation face aux aléas climatiques dans un contexte marqué par la variabilité accrue de précipitations et la recrudescence des épisodes de sécheresse. Les ressources en eau et en pâturage disponibles. Les communautés en milieu rural, dont parmi les plus pauvres, sont directement atteintes par les effets néfastes de la sécheresse et leurs moyens de subsistance se réduisent à des maigres moyens de survie. Les prévisions des modèles climatiques du dernier CACOF 72, qui s'est tenu le 26 au 27 janvier à Nairobi, indiquent une probabilité plus élevée des conditions plus humides que la normale dans la plupart de la région de la Corne de l'Afrique. De plus, ces prévisions prévoient une probabilité accrue de températures de surface supérieure à la normale sur l'ensemble de la région. Le projet de RCA arrive à point nommé pour fléchir l'impact de la sécheresse à travers la mise en place du système d'alerte précoce à la sécheresse tel que l'acquisition des 3 stations agrométéo et la mise en service d'un centre d'alerte précoce à la sécheresse très prochainement, ainsi que des actions combinées de la sécheresse et au changement climatique telles que la mise en place des infrastructures innovantes telles que des retenues d'excavation et des mesures de conservation des eaux et des sols. Dans son allocution, le directeur de l'Agence nationale de la météorologie a souligné l'importance stratégique des services climatologiques dans la planification nationale. Les prévisions saisonnières mars, avril, mai 2026 indiquent des conditions climatiques variables dans la région,
avec des probabilités de pluie proches ou supérieures à la normale dans certaines zones, mais également des risques d'irrégularité et d'événements extrêmes. Pour Djibouti, un pays à climat aride, ces perspectives exigent vigilance, anticipation et coordination. La pluviométrie sera au-dessus de la normale, je dis bien au-dessus de la normale, dans l'ensemble du pays. Ce forum représente un cadre stratégique qui transforme l'information climatique en actions concrètes, notamment en matière de sécurité alimentaire, gestion des ressources en eau, l'agriculture et de prévention des risques. Dans ce magazine de la rédaction, nous vous proposons en ce mois béni du Ramadan de suivre un magazine que la rédaction vous propose de suivre sur les bienfaits du jeûne et autres en ce mois béni du Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. Le mois sacré de Ramadan se présente comme un invité vénérable dans le corps des musulmans. Ses prémices se font ressentir plusieurs jours à l'avance et les âmes l'accueillent avec un enthousiasme empli de foi, d'amour et de respect. Ramadan n'est pas simplement un mois du calendrier, c'est une étape spirituelle majeure, un moment où l'âme se reconnecte à ses sources de pureté, où le cœur retrouve sa clarté et où la conscience s'éveille aux vérités oubliées. Les fidèles se consacrent au jeûne, aux prières nocturnes, à la récitation du Coran, aux actes de charité et au renforcement des liens familiaux. C'est comme si la société entière entrait dans un état de sérénité collective, retrouvant équilibre et cohésion. Le jeûne, quatrième pilier de l'islam, dépasse la simple abstinence alimentaire et constitue un entraînement complet de l'âme à la patience et à la maîtrise de ses désirs, ainsi qu'une école morale qui discipline le comportement et inculque les valeurs de rigueur et d'autosurveillance. Comme le souligne Cheikh Awale Taher Jama, chef de service au ministère des Affaires musulmanes. Le Ramadan n'est pas seulement l'abstinence de nourriture et de boissons, mais l'abstinence de tout ce qui trouble la pureté du cœur et altère le comportement. C'est un mois d'examen de soi, un mois de réconciliation avec Dieu et avec les autres, où les portes de la rancune se ferment, les fenêtres de la miséricorde. Ramadan incarne également les formes les plus nobles de solidarité sociale. Les valeurs de don deviennent un comportement quotidien vivant, table de charité, distribution de la zakat et de la sadaqa, parrainage des démunis. Riches et pauvres se retrouvent autour de la même table de foi, renforçant ainsi la cohésion sociale et le sentiment communautaire. Les rituels religieux tels que la prière de Tarawih donnent en ce mois une dimension solennelle. Les mosquées se remplissent, les voix s'unissent dans la récitation du Coran et le cœur se rapproche dans la dévotion. L'impact du mois de Ramadan dépasse l'individu pour toucher la famille entière où les tables de l'iftar deviennent des lieux de chaleur humaine et de communication après de longues journées de jeûne et d'activités quotidiennes. Cheikh Awale ajoute que l'un des plus grands objectifs du Ramadan est de reconstruire l'homme de l'intérieur, éveiller la conscience, développer la crainte de Dieu en public comme en privé. Inculquer miséricorde et humilité, mais aussi montrer que la force d'une société commence par la droiture de ses membres. Le mois sacré est indissociable du Coran, mois de sa révélation, il est consacré à sa récitation et à sa méditation. Les cercles de mémorisation se multiplient, les voix s'élèvent dans les maisons et les mosquées et chaque fidèle s'efforce de le lire entièrement en quête de récompense, d'élévation spirituelle et de guidance. Les cœurs se remplissent d'une joie mêlée de sérénité et de gratitude. Les jeûneurs éprouvent la véracité de la promesse divine et comprennent le sens des paroles du prophète. Le jeûneur éprouve deux joies, l'une lorsqu'il rompt son jeûne et l'autre lorsqu'il rencontre son Seigneur. Notons enfin que le mois de Ramadan n'est pas une période passagère. C'est une occasion annuelle de réévaluer ses priorités, de corriger sa trajectoire et de renforcer sa piété, sa conscience et sa miséricorde. Ces effets perdurent bien au-delà du mois, constituant un véritable capital spirituel et moral tout au long de l'année. À l'initiative du Croissant Rouge de Djibouti et de la Croix-Rouge japonaise, la ferme de M. Jama' Guedi, située à Harou, a accueilli une session d'échange d'expériences réunissant 20 agriculteurs issus de la ville de Dikil et de ses périphériques.
Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet de protection de l'environnement, sa restauration et le renforcement de moyens de subsistance par diverses activités, avait pour objectif de favoriser le partage de savoir-faire et de pratiques entre agriculteurs. Les discussions et démonstrations, les participants ont pu approfondir leurs connaissances et échanger également sur la diversité des espèces végétales adaptées au climat local, la gestion du sol, la préservation également de la fertilité, l'utilisation d'engrais organiques comme alternative écologique, les techniques de gestion de l'eau pour une meilleure productivité, les stratégies de commercialisation des produits agricoles. Cette initiative qui favorise l'expertise locale a permis de mettre en lumière l'importance de la coopération entre agriculteurs pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, la durabilité des ressources naturelles et l'amélioration des revenus des exploitants. De Djibouti, avec l'appui de la Croix-Rouge japonaise, propose une séance d'échange d'expérience entre agriculteurs sur 2 jours. L'objectif de cette initiative est de permettre aux agriculteurs qui vivent dans la région, surtout la périphérie de la ville de Dikil, d'échanger entre leurs connaissances pratiques et de s'enrichir de l'expérience avérée de M. Jama Guedi. Donc c'est une initiative louable qui permet de renforcer les connaissances, de souder les agriculteurs et de créer un espace d'échange d'expériences, des pratiques, surtout axées sur la pratique. Aujourd'hui, nous valorisons la pratique plutôt que la théorie. Donc, c'est une initiative qui renforce les initiatives locales et la Société nationale du Djibouti, avec l'appui actif des autorités de la région, qu'il s'agisse de la préfecture et du conseil régional, qui ont activement soutenu cette initiative. Nous sommes honorés aujourd'hui de vous apporter cette contribution. Et nous restons à votre disposition pour continuer à appuyer les futures initiatives et continuer ce processus engagé ensemble. Merci beaucoup. Aux nouvelles du monde, cette fois, premier ramadan à Gaza depuis le cessez-le-feu. Mais malgré la trêve annoncée, la situation sécuritaire reste fragile. Selon des sources locales et humanitaires, plus de 600 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes depuis le début du cessez-le-feu. Dans ces contextes, la communauté internationale est de nouveau pressée d'intensifier ses efforts diplomatiques et humanitaires pour prévenir une nouvelle escalade et soutenir la population civile déjà très affectée. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent début de week-end à toutes et à tous.